Ma femme a suggéré une courte pause. 2 jours plus tard, elle a publié des photos avec quelqu'un d'autre. J'ai répondu sans mots, ses affaires l'attendaient sur le trottoir. Jouer avec le feu, assumer les conséquences. 7 jours. Elle a dit qu'elle n'avait besoin que de 7 jours pour réfléchir à notre mariage et trouver une certaine perspective. Quand ma femme m'a fait asseoir ce mardi soir-là avec cette expression sérieuse soigneusement répétée, je savais exactement ce qui allait arriver. Les gens ne demandent pas de pause pour sauver des relations. Ils demandent des pauses pour tester des remplaçants sans la culpabilité d'une infidélité officielle. Mais voici ce qui me sépare de la plupart des hommes dans cette situation. Je ne panique pas. Je ne supplie pas. J'observe. J'analyse. Et je prends des décisions calculées basées sur des faits, pas sur des sentiments. Mes années dans la Marine nationale m'ont au moins appris cela. Donc, quand elle a terminé son monologue répété sur son besoin d'espace et de temps pour réfléchir à la trajectoire de notre relation, j'ai simplement hoché la tête et dit, d'accord, 7 jours alors. Le regard sur son visage est quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Elle s'était manifestement préparée à des torrents de larmes, à des supplications désespérées, à une tentative pathétique de la faire changer d'avis. Au lieu de cela, elle a obtenu un accord calme. Je pouvais pratiquement voir son cerveau essayer de traiter s'il s'agissait d'une sorte de tour de psychologie inversée. Ce n'était pas le cas. J'avais déjà plusieurs coups d'avance. Tu as l'air surprise, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. N'est-ce pas ce que tu voulais? Elle a balbutié quelque chose sur le fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois si compréhensif à ce sujet. Bien sûr que non. Dans sa version de cette conversation, j'étais censé m'effondrer à l'idée de la perdre. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'on ne peut pas perdre quelque chose qui a déjà mentalement fait ses valises. Elle s'est levée et est allée directement dans la chambre. Je l'ai regardée préparer un sac de voyage avec le genre d'efficacité qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle avait planifié cela. Elle savait où elle resterait, ce qu'elle prendrait, et même quelle voiture elle conduirait. Ce n'était pas un appel spontané pour avoir de l'espace. C'était une stratégie de sortie calculée. Je vais rester chez Camille, a-t-elle annoncé, sans vraiment croiser mon regard. Celle qui vient de déménager au Vieux-Port. Je savais exactement de quelle amie elle parlait. La célibataire qui lui remplissait la tête d'idées sur le fait de vivre sa meilleure vie et de ne pas se contenter de ce qui est confortable, quand on peut avoir ce qui est excitant. La même amie qui l'encourageait à sortir plus, à s'habiller différemment et à remettre en question tout ce qui concernait notre mariage. C'est logique, ai-je répondu. Près de tous les restaurants du front de mer et de la vie nocturne. Elle a marqué une pause à ce commentaire, sac de voyage à la main, cherchant sur mon visage la moindre faille dans mon sang-froid. Mais j'ai appris il y a longtemps que montrer de la faiblesse à quelqu'un qui cherche déjà la sortie ne fait qu'accélérer son départ. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Nous devrions probablement éviter tout contact pendant ce temps, tu sais, pour nous donner vraiment de l'espace pour bien réfléchir. C'était ça, le véritable objectif. Elle ne voulait pas que j'appelle, elle ne voulait pas que je prenne des nouvelles, elle ne voulait aucune interruption dans ce qu'elle avait prévu pour ces 7 jours. La plupart des hommes auraient protesté sur le champ. Auraient insisté pour avoir des mises à jour quotidiennes ou auraient essayé de négocier les termes. Pas moi. Absolument, ai-je convenu. Rupture totale de communication. Faisons une vraie remise à zéro. Les 7 jours commencent maintenant. Elle est partie en ayant l'air plus confuse que soulagée. Je pouvais pratiquement la voir sortir son téléphone avant même d'atteindre sa voiture. Probablement en train d'envoyer un message à Camille du genre « Il l'a trop bien pris ». Quelque chose cloche. La maison de ville a semblé différente au moment où la porte s'est fermée. Pas vide, mais libérée. Je marchais sur des œufs depuis des mois, essayant de réparer quelque chose qui était déjà brisé, essayant d'atteindre quelqu'un qui était déjà mentalement passé à autre chose. Maintenant, je pouvais penser clairement. Ce soir-là, j'ai fait ce que tout homme rationnel avec une expérience d'analyste de données ferait. J'ai commencé à tout documenter. Des captures d'écran de nos récentes conversations par message textuel montrant sa distance grandissante. Des photos de la maison telle qu'elle l'avait laissée. Les relevés de nos comptes bancaires conjoints. J'ai même vérifié l'historique du navigateur sur notre tablette partagée et j'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Des recherches sur
combien de temps doit durer une séparation d'essai, et est-ce une infidélité si l'on fait une pause, datant d'il y a 2 semaines. Elle avait planifié cela. La seule question était de savoir depuis combien de temps. Dès le mercredi matin, je m'installais dans une routine qui ne tournait pas autour de la gestion de ses humeurs ou de la nécessité de marcher sur des œufs face à ses plaintes. Je suis allé à la salle de sport avant le travail pour la première fois depuis des mois. J'ai vraiment mangé ce que je voulais pour le déjeuner. Je suis rentré chez moi dans un silence qui semblait paisible au lieu d'être tendu. Au déjeuner, j'ai mentionné à mon ami Julien que ma femme voulait de l'espace pour réfléchir. Il m'a jeté ce regard, celui qui dit qu'il attendait cette conversation. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-il demandé. « Mieux que prévu, ai-je dit, et je le pensais. » Ce soir-là, j'ai appelé en vidéo d'anciens amis de la Marine nationale que j'avais négligés. J'ai commandé de la nourriture que j'aimais vraiment au lieu du régime méditerranéen sur lequel elle insistait toujours. J'ai lu au lit sans que quelqu'un ne soupire dramatiquement à côté de moi à propos de sa journée. Pour la première fois depuis des mois, je me suis endormi en ressentant quelque chose de proche de la paix. Le jeudi matin a tout changé. J'étais à mon bureau au travail quand mon téléphone a vibré avec un message de Julien. « Mec, regarde Instagram tout de suite. » J'ai ouvert l'application et j'ai navigué jusqu'au profil de ma femme. Nous nous suivions toujours. Elle n'avait probablement pas encore pensé à changer cela. La publication datait de 7 heures ce matin-là. La photo la montrait avec un grand gars aux cheveux bruns dans un café du front de mer, tous deux portant des vêtements de sport coûteux avec cet éclat caractéristique de l'après-entraînement. Leurs mains ne se touchaient pas tout à fait sur la table, mais le langage corporel racontait toute l'histoire. Elle se penchait vers lui. Il souriait comme s'il venait de remporter quelque chose de précieux. La légende disait, parfois, la meilleure remise à zéro est de trouver quelqu'un qui vous comprend. Nouvelles perspectives motivation matinale. La balise de localisation indiquait « Le café des arts au panier ». Publié il y a 2 heures. Déjà 89 mentions j'aime et 23 commentaires, pour la plupart venant de ce qui semblait être le cercle d'amis de Camille. Je suis resté assis là à fixer l'écran de mon téléphone et quelque chose de froid et de concentré s'est installé dans ma poitrine. Pas du chagrin, pas même de la colère, exactement. Quelque chose de plus dangereux que les deux, une certitude absolue. J'ai fait défiler son activité récente. Elle avait commencé à suivre ce gars, Maxime Laurent, d'après son profil, il y a environ 2 mois. 2 mois, alors que j'essayais de réparer notre mariage, elle cherchait déjà un remplaçant. J'ai passé l'heure suivante à faire ce que je fais de mieux, de la recherche. LinkedIn m'a appris que Maxime était directeur des ventes dans la même entreprise technologique où elle travaillait. Son Facebook montrait l'histoire classique de la réinvention du gars divorcé, restaurant coûteux, autoportrait photographique à la salle de sport, week-end à Paris et à Cassis. Son Instagram révélait encore plus de choses. Des publications récentes mettant en scène d'autres femmes, toutes soigneusement étiquetées comme amies ou collègues. Puis j'ai trouvé le journal de bord de son ex-femme, Sophie Rousseau. Elle était consultante et blogueuse et avait apparemment déjà eu affaire au style particulier de chevauchement relationnel de Maxime. Son annonce de divorce d'il y a 8 mois était toujours en ligne, et elle dépeignait un tableau très familier. Liaison émotionnelle avec un collègue, demande d'espace pour faire le point. Déménagement alors que la nouvelle relation était déjà établie. Ma femme n'avait pas trouvé quelqu'un de nouveau. Elle avait trouvé quelqu'un qui se spécialisait dans le fait d'être nouveau. À midi, la deuxième publication est apparue. Des sacs de course des terrasses du port. Maxime les tenant pendant que la main manucurée de ma femme était visible dans le cadre. La légende disait, la thérapie par les achats fait un effet différent en bonne compagnie. Faites-vous plaisir. 2 heures plus tard, une autre publication, des verres de vin à l'épuisette. Le visage souriant de Maxime en arrière-plan. Découvrir que le bonheur était plus proche que je ne le pensais. Elle documentait l'arc narratif d'une relation entière en temps réel, et la section des commentaires commençait à le remarquer. Son cousin a écrit « Attends, où est Antoine ?» Ma femme a répondu « En pause. » J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai pris des captures d'écran de tout, de chaque publication, de chaque commentaire, de chaque horodatage. J'ai recoupé les emplacements avec la chronologie. Elle construisait un dossier public pour sa nouvelle relation, et elle ne réalisait même pas qu'elle construisait simultanément le dossier contre elle-même. À 19 h, la 4e publication est apparue.
Celle-ci venait du Dantes Sky Lounge, ce restaurant coûteux sur le toit du Sofitel. La photo les montrait au coucher du soleil, le bras de Maxime clairement autour de ses épaules. Tous les deux tenant des coupes de champagne. La légende disait, au nouveau départ et au fait de choisir enfin le bonheur. Trinquons vivre ma vérité, aucun regret. Vivre sa vérité. Notre mariage de 5 ans n'était apparemment pas sa vérité. Mais 2 jours avec un directeur des ventes qui se spécialisait dans la collection d'épouses malheureuses. Cela, c'était authentique. J'ai sauvegardé absolument chaque publication, chaque commentaire, chaque réaction. Puis j'ai commencé à parcourir la maison de ville, photographiant méthodiquement ses affaires avant de commencer à les emballer. Le placard de la chambre encore à moitié plein de ses vêtements de marque. Le comptoir de la salle de bain couvert de ses produits. Son bureau à domicile avec des dossiers et des décorations. Tout ce qu'elle avait laissé derrière elle dans sa précipitation à commencer sa nouvelle vie. Le jeudi soir, après l'apparition de cette 4e publication, j'ai commencé à faire les cartons. Pas mes affaires, les siennes. J'ai travaillé méthodiquement, de la même manière que je faisais l'inventaire de l'équipement dans la marine nationale. Chaque article soigneusement plié ou emballé, placé dans des boîtes étiquetées. Vêtements de travail dans une boîte. Vêtements décontractés dans une autre. Chaussures, accessoires, articles de toilette, objets sentimentaux. J'ai photographié chaque chose au fur et à mesure que je l'emballais, documentant l'état et le contenu. À minuit, j'avais 15 boîtes empilées dans le garage. À 2 heures du matin, il y avait 23 boîtes plus des articles plus volumineux, son équipement de yoga qu'elle avait utilisé peut-être 5 fois, la machine à expresso coûteuse dont elle avait insisté pour que nous l'ayons. Les coussins décoratifs qui avaient transformé notre canapé en une course d'obstacles, les photos encadrées de notre mariage qu'elle avait manifestement oublié exister vu la facilité avec laquelle elle faisait la promotion de son remplaçant. Tout étalé dans des boîtes propres, organisées et soigneusement étiquetées. Le vendredi matin, j'ai appelé mon travail pour prendre un congé maladie. Premier jour de maladie que je prenais en 8 mois. Puis j'ai conduit jusqu'à l'agence de location d'utilitaires sur l'avenue du Prado et j'ai loué une fourgonnette. Le chargement a pris 1 heure. J'ai traversé Marseille en conduisant jusqu'au Vieux-Port. J'ai trouvé le bâtiment de Camille assez facilement. L'appartement d'angle au 4e étage avec un balcon donnant sur l'eau. Je pouvais voir pourquoi ma femme avait été si impatiente d'y séjourner. Cela criait, célibataire, ayant réussi, aucune responsabilité. Ni sa voiture ni la berline noire de Maxime n'étaient dans le parking. Peu importe où ils étaient, ils n'étaient pas ici. Le trottoir devant le bâtiment était une propriété publique, large et bien éclairée. J'ai commencé à décharger à 12h30. J'ai tout disposé avec soin. Les boîtes empilées proprement par catégorie. Les articles plus grands positionnés pour être visibles. J'ai accroché sa robe de mariée, toujours dans sa housse de préservation, sur la clôture en fer décorative devant le bâtiment. Le tissu blanc accrochait la lumière de l'après-midi, tel un drapeau de reddition. Les photos encadrées de notre mariage ont suivi, posées et tournées vers l'extérieur. De jeunes versions de nous souriant comme si nous croyions que cela durerait pour toujours. L'ironie ne m'échappait pas. Ensuite, est venu le panneau. J'avais acheté un grand panneau en mousse ce matin-là avec des marqueurs de qualité professionnelle. J'ai réfléchi attentivement à la formulation. Rien de colérique. Rien qui puisse être qualifié de harcèlement. Juste des faits présentés clairement. J'ai écrit, gratuit pour un BON foyer, article de la pause relationnelle de 7 jours. Jour 2, publication avec quelqu'un de nouveau. Jour 3, retour à l'expéditeur. Prenez ce dont vous avez besoin. La vérité est gratuite, elle aussi. J'ai placé le panneau bien en vue à l'avant de l'exposition, appuyé contre la plus grande pile de boîtes. Puis je me suis reculé et j'ai pris des photos sous plusieurs angles. La composition était en fait saisissante, sa robe de mariée bougeant légèrement dans la brise, les boîtes empilées comme un monument aux promesses non tenues, le panneau délivrant le message sans que je n'aie à dire un mot. J'ai rendu la fourgonnette, j'ai pris un véhicule Uber pour retourner à Notre-Dame-du-Mont et je suis rentré dans ma maison de ville silencieuse. À 17h, j'ai mis les photos en ligne sur Instagram et Facebook simultanément. J'avais passé 1 heure à élaborer la légende à la perfection. Quand quelqu'un demande 7 jours pour réfléchir à votre relation mais utilise le 2e jour pour réfléchir avec quelqu'un d'autre,
la réponse la plus respectueuse est de lui rendre ses affaires pour qu'il puisse prendre un nouveau départ. Aucune rancune, juste des faits concrets. 7 jours nouveau départ vivre ma vérité. J'ai utilisé ces mots-clés exacts. Ses propres mots se transformèrent en la structure de sa dénonciation. La publication a été mise en ligne à 17h15. À 17h18, Julien avait commenté « Mon frère, je suis désolé que tu aies à gérer ça ». À 17h22, mon téléphone a commencé à bourdonner comme un nid de frelons en colère. Le premier appel est arrivé à 17h30. Son numéro. Je l'ai envoyé sur la messagerie vocale. Le deuxième est arrivé à 17h32. Même numéro. Messagerie vocale. Puis un numéro différent. Probablement Camille appelant de son téléphone. Ignoré. Les messages textuels ont commencé à 18h. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Les gens m'appellent pour me demander ce qui se passe. C'est de la folie. Tu dois retirer ça immédiatement. Je viens chercher mes affaires tout de suite. J'ai répondu exactement une fois. Déjà livré. Je t'ai épargné le trajet. Puis j'ai mis son numéro en sourdine et j'ai regardé les notifications affluer. À 18h30, ma publication avait plus de 200 réactions. La section des commentaires se remplissait rapidement. De vieux amis exprimant leur soutien, des connaissances communes posant des questions prudentes. Quelques personnes qui avaient apparemment vu ces publications récentes faisaient publiquement le lien. Quelqu'un a écrit « Attends, elle a publié des photos avec un autre mec le deuxième jour de votre pause ?» C'est glacial. Un autre « J'ai vu ces publications. Le calcul n'est pas bon. » À 19h, les gens retournaient sur son Instagram et laissaient de nouveaux commentaires sur ses publications romantiques, des questions sur la chronologie, des observations sur la rapidité avec laquelle elle était passée à autre chose. Son récit soigneusement élaboré s'effondrait en temps réel. Elle a commencé à supprimer des commentaires. Puis elle a commencé à supprimer des publications entières. Mais les captures d'écran se moquent des publications supprimées, et les gens les faisaient déjà circuler. À 20h, quelqu'un a photographié l'exposition sur le trottoir et l'a publiée sur un groupe Facebook local de Marseille avec la légende « Repéré au Vieux-Port ». On dirait que quelqu'un reçoit une leçon de réalité. Cette publication a été partagée 15 fois en 1 heure. À 21h, j'ai reçu un message textuel d'un numéro que je n'ai pas reconnu au début. Puis j'ai vu le nom, Élise, la sœur cadette de ma femme. Antoine, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Elle nous a dit que tu avais suggéré la pause. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle avait réécrit toute l'histoire pour se faire passer pour la victime et moi pour le méchant. C'est ce que font les gens quand ils ont besoin de justifier l'injustifiable. Je n'ai pas répondu à Élise. Pas encore. J'avais besoin de voir comment cela allait se dérouler. À 22h, ma publication avait été partagée sur l'ensemble de notre réseau social. Les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les lire. Le consensus était assez clair, plus personne ne croyait à sa version. À 22h30, toutes ces publications récentes ont disparu. Son Instagram est devenu privé. Les réseaux sociaux de Maxime sont devenus complètement inactifs. Chaque publication a été supprimée comme s'il n'avait jamais existé. À minuit, j'ai reçu une demande de message d'une certaine Sophie Rousseau. Je viens de voir votre publication. C'est la même stratégie qu'il a utilisée sur moi. Vous avez évité un désastre. Elle s'en rendra compte dans environ 6 semaines, quand il s'ennuiera et trouvera la suivante. J'ai accepté la demande et j'ai répondu. Merci pour l'avertissement. Je suis désolé que vous ayez traversé cela en premier. Ne soyez pas désolé, a-t-elle répondu. Soyez reconnaissant de l'avoir découvert après 5 ans au lieu de 15 comme moi. Quelques minutes plus tard, j'ai remarqué qu'elle avait également commenté publiquement ma publication. Même schéma, victime différente. Il m'a fait exactement la même chose. Votre chronologie est un cas d'école. Son commentaire a obtenu des dizaines de mentions j'aime immédiatement. Les gens répondaient, posaient des questions, et soudain, l'historique de Maxime devenait de notoriété publique. Je suis allé me coucher cette nuit-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du bonheur, mais quelque chose de proche. La satisfaction de savoir que,
pour une fois, la vérité avait devancé les mensonges. Le samedi matin, je me suis réveillé avec des dizaines de notifications. L'exposition sur le trottoir avait été photographiée sous de multiples angles par différentes personnes. Apparemment, il avait plu pendant la nuit et les boîtes en carton étaient complètement trempées. Sa robe de mariée, malgré la housse de protection, présentait une tache d'eau visible sur le bas qui ressemblait presque à des larmes. Le symbolisme était si parfait que je n'aurais pas pu le planifier même si j'avais essayé. À 8 heures du matin, j'ai reçu un message textuel d'un numéro inconnu prétendant être la direction de l'immeuble, me demandant d'enlever les objets car ils bloquaient le trottoir. Je n'ai pas répondu. Je ne les avais pas mis là pour autant qu'un quelconque registre officiel le montre. J'avais simplement rendu des biens personnels à l'adresse où résidait leur propriétaire. À 9 heures du matin, quelqu'un m'a envoyé une photo de ma femme et de Camille chargeant frénétiquement des boîtes mouillées dans une voiture. Toutes les deux semblant furieuses et trempées par la pluie. La robe de mariée était ruinée, le sac de préservation déchiré et taché de boue. J'ai également sauvegardé cette photo. Ma publication avait atteint plus de 500 réactions à midi. La section des commentaires était devenue à la fois un groupe de soutien, un forum de discussion et un dépôt de preuves. Les gens publiaient leurs propres expériences de situations similaires. D'autres analysaient la chronologie de ces publications par rapport à ma révélation. Quelques-uns partageaient des captures d'écran de son contenu supprimé, le préservant pour la postérité. À midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que j'ai reconnu, ses parents appelant de Lyon. J'ai répondu poliment. « Bonjour, monsieur Dubois. »« Antoine » a-t-il dit, la voix prudente. « Nous devons comprendre ce qui se passe. Votre publication, les photos, cette situation avec notre fille. Je serais heureux de l'expliquer, ai-je dit calmement. Que vous a-t-elle dit? Il y a eu un silence. Elle a dit que vous aviez des problèmes depuis des mois. Que vous étiez devenu distant et qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Que vous aviez suggéré la séparation. Intéressant, ai-je répondu. A-t-elle mentionné que la séparation était son idée, demandé mardi soir? Ou que dès le jeudi matin, elle publiait des photos avec son collègue Maxime Laurent depuis de multiples lieux romantiques autour de Marseille? Ou qu'elle avait planifié cela depuis au moins 6 semaines selon l'historique de son navigateur? Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais l'entendre respirer, assimiler les informations. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui la soutenait pendant une période difficile, a-t-il dit finalement. Sa voix avait changé. Le ton défensif avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Je suis sûr que c'est une façon de le décrire, ai-je dit. Une autre façon serait de dire qu'elle a commencé une liaison émotionnelle avec un collègue, a demandé une pause pour faire la transition publiquement vers la nouvelle relation, et a documenté le tout sur les réseaux sociaux tout en prétendant qu'il s'agissait d'une introspection. Monsieur Dubois, je ne suis pas en colère. J'en ai juste terminé. Elle voulait 7 jours pour réfléchir à notre mariage. Elle a utilisé le 2e jour pour faire la publicité de mon remplaçant. J'ai utilisé le 3e jour pour lui rendre ses affaires. Chacun a fait ses choix. Maintenant, nous devons tous vivre avec. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message textuel d'Élise demandant si elle pouvait m'appeler. J'ai dit oui. J'ai besoin que tu saches que nous ne savions pas tout ce qu'elle préparait, a-t-elle commencé immédiatement. Quand j'ai vu ces photos avec Maxime, j'ai cru que vous étiez déjà séparés depuis des semaines. C'est ce qu'elle a dit à tout le monde. Qu'a-t-elle dit d'autre à tout le monde, ai-je demandé. Ce qui a suivi fut un déballage de 20 minutes de chaque mensonge que ma femme avait propagé pour justifier ses actions. Selon son récit, j'étais émotionnellement indisponible, contrôlant sur le plan financier. C'était moi qui avais poussé à la séparation. J'avais cessé de faire des efforts dans notre mariage des mois auparavant. Elle avait enfin trouvé quelqu'un qui l'appréciait, qui la valorisait, qui comprenait ses besoins. Le problème avec les mensonges élaborés, c'est qu'ils exigent que chacun joue le rôle qui lui a été assigné. Et je n'avais jamais auditionné pour le rôle du mari négligent. Elle nous a montré des messages de Maxime, a continué Élise, elle l'a présenté comme cet ami qui la soutenait pendant nos problèmes de couple. Elle construit cette histoire depuis au moins 2 mois, Antoine, peut-être plus longtemps. Pourquoi me dis-tu cela, ai-je demandé. Parce que ce qu'elle a fait était mal, a dit simplement Élise.
Parce que tu méritais mieux et parce que j'ai des captures d'écran de la discussion de groupe de la famille où elle a exposé tout ce récit de victime, si tu en as besoin pour quoi que ce soit sur le plan juridique. Je l'ai remercié mais je lui ai dit de garder les captures d'écran pour le moment. J'avais déjà plus qu'assez de preuves, mais il était bon de savoir que la vérité éclatait de sources multiples. Ce soir-là, ma femme a fait une dernière tentative pour contrôler le récit. Elle a publié une vague histoire Instagram, tout n'est pas ce qu'il semble être. La vie privée compte. Certaines choses devraient rester entre les personnes concernées. La réponse fut immédiate et brutale. Les commentaires ont afflué pour demander pourquoi la vie privée n'avait pas d'importance lorsqu'elle publiait son marathon de rendez-vous romantique le deuxième jour. Pourquoi la vie privée était soudainement importante maintenant que la chronologie était publique. Pourquoi elle demandait une discrétion qu'elle n'avait offerte à personne d'autre. Elle a supprimé la publication dans l'heure. Le dimanche fut calme. Aucun appel, aucun message textuel, aucune activité sur les réseaux sociaux de son côté. Les comptes de Maxime sont restés inactifs. Camille a publié quelque chose de défensif sur le fait de soutenir ses amis dans les moments difficiles, qui a reçu un ratio de commentaires tellement négatif qu'elle l'a également supprimé. J'ai passé la journée comme une personne normale. Je suis allé à la salle de sport, j'ai préparé mes repas pour la semaine, j'ai joué à des jeux vidéo avec Julien en ligne, j'ai lu un livre sur ma terrasse arrière sans interruption. J'ai surveillé les réseaux sociaux de manière passive mais je n'y ai pas participé. Le travail était fait. La vérité avait éclaté. Maintenant, je devais juste attendre son prochain mouvement. Il est arrivé le lundi matin à 9 h. Un message textuel. Nous devons parler en face à face. Je l'ai laissé attendre jusqu'à 10 h avant de répondre. À la maison à 19 h ce soir. Ne sois pas en retard. J'ai passé la journée à me préparer. Pas émotionnellement, j'y étais déjà préparé. De manière pratique. J'ai revu toutes les preuves une nouvelle fois. Je me suis assuré d'avoir des sauvegardes de tout sur 3 appareils différents. J'ai examiné nos registres financiers pour confirmer que je savais exactement où nous en étions concernant les comptes conjoints et les actifs. La maison de ville était à moi, achetée avant notre mariage. Elle n'y avait aucun droit légalement. Nos comptes bancaires étaient conjoints, mais j'avais discrètement transféré mes dépôts directs vers un compte séparé le lendemain de son départ. Elle pouvait garder le compte conjoint. Je n'en avais pas besoin. À 18h45, j'ai vu sa voiture se garer à l'extérieur. Elle y est restée assise pendant 10 minutes, rassemblant probablement son courage ou répétant son approche. Je regardais depuis la fenêtre de l'étage, un café à la main, complètement calme. À 19 h exactement, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle l'avait toujours. Je la lui avais laissée délibérément, attendant ce moment. Elle est entrée en ayant l'air de pénétrer dans une zone de guerre. Chaque pas était prudent. Chaque mouvement conçu pour analyser la pièce, pour évaluer mon humeur. Nous devons avoir une conversation d'adulte à ce sujet, a-t-elle dit depuis l'encadrement de la porte. J'étais assis dans mon fauteuil, un livre à la main, exactement là où j'étais lorsqu'elle avait demandé la pause 6 jours auparavant. Ah oui, ai-je dit sans lever les yeux. Ne sois pas puéril. J'ai posé le livre et je l'ai regardé directement. Puéril ? C'est un choix de mots intéressant de la part de quelqu'un qui a documenté une liaison de 2 jours comme une adolescente pendant les vacances de printemps. Elle a tressailli mais a rapidement récupéré. Elle s'est approchée, essayant de trouver le bon angle. Ce n'est pas ce que ça avait l'air d'être, vraiment. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier de capture d'écran. Parce que cela ressemblait à 4 lieux romantiques distincts à travers Marseille en moins de 24 heures. Café à 7 h. Achat à midi. Déjeuner avec du vin à 14 h. Dîner sur un toit à 19 h. Chacun soigneusement légendé et accompagné de mots-clés. Quelle partie ne ressemblait pas à ce que c'était ? J'étais perdu, a-t-elle dit. J'ai fait une erreur. Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons essayer une thérapie de couple, résoudre nos problèmes, nous donner une vraie chance. Quel problème, ai-je demandé. Sois spécifique. Elle s'est lancée dans ce qui était clairement un discours préparé. Problème de communication, distance émotionnelle, objectifs de vie différents, éloignement mutuel, tout cela semblait très raisonnable, et était complètement fabriqué pour ce moment précis. Alors, que je comprenne bien,
les jeux interrompus. Notre mariage avait tous ses problèmes. Mais au lieu d'en discuter avec moi, ton mari depuis 5 ans, tu en as discuté avec Maxime des ventes pendant 2 mois tout en planifiant ta stratégie de sortie et en préparant ta relation de remplacement. C'est ça ta version d'essayer d'arranger les choses? Ce n'était pas comme ça. Comment c'était? C'était compliqué. Non, ai-je dit calmement. C'était simple. Tu as trouvé quelqu'un que tu pensais être mieux. Tu voulais tester le modèle supérieur sans la rupture compliquée. Tu as demandé une pause pour créer un déni plausible. Ensuite, tu as manqué de prudence avec les réseaux sociaux et tu t'es fait attraper. Maintenant, tu es ici parce que Maxime a apparemment disparu à la seconde où les choses sont devenues publiques, et tu te rends compte que l'herbe n'est pas vraiment plus verte ailleurs. Elle a pâli. Comment as-tu? Ces réseaux sociaux ont été désactivés vendredi soir, ai-je dit. Toutes les publications ont été supprimées. Aucune activité depuis. Soit il est devenu intelligent, soit il a eu peur. Mais d'une façon ou d'une autre, il est parti. Et maintenant, tu es coincé à essayer de sauver un mariage que tu as déjà réduit en cendres avec un mari qui a plusieurs coups d'avance sur ce que tu penses. Elle s'est assise sur le canapé, et je pouvais voir les calculs se faire dans sa tête. Elle essayait de trouver un nouvel angle, une approche différente. Nous avons eu 5 bonnes années, a-t-elle dit finalement. Ça doit compter pour quelque chose. Nous avons eu quelques bonnes années, ai-je convenu. Puis nous avons eu quelques années honnêtes. Celles qui étaient honnêtes m'ont appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai jamais voulu que ça se passe de cette façon. Mais tu voulais que cela se produise, ai-je dit. Tu voulais juste en contrôler la manière. Tu voulais passer d'une relation à une autre sans avoir l'air de la personne que tu es réellement. Tu voulais me garder comme plan de secours au cas où le remplacement ne fonctionnerait pas. Tu voulais réécrire 5 ans d'histoire pour pouvoir être l'héroïne de ta propre histoire au lieu de la personne qui a trompé. Je n'ai pas trompé, a-t-elle dit par réflexe. J'ai affiché ces publications Instagram sur mon téléphone, les captures d'écran que j'avais sauvegardées avant qu'elle ne supprime tout. Le deuxième jour d'une pause de 7 jours, ai-je lu. Publié depuis un dîner romantique sur un toit avec le bras de ton collègue autour de toi. Légende, nouveau départ et enfin choisir le bonheur. Tu as raison. Techniquement, nous faisions une pause. Une pause que tu as demandé 2 jours plus tôt spécifiquement pour pouvoir faire cela sans que ce soit appelé une infidélité. Très intelligent. Également, très transparent. Toute cette histoire de réseaux sociaux, l'exposition sur le trottoir, l'humiliation publique. C'est cruel. Je n'ai pas publié ton marathon de rendez-vous romantique sur Instagram, ai-je dit. Tu l'as fait toi-même. Je n'ai pas légendé de photos sur les nouveaux départs et sur le fait de vivre sa vérité. Tu as choisi ce langage. J'ai simplement répondu de la même manière. Tu as voulu rendre tes choix publics, alors j'ai rendu les conséquences publiques. Elle a essayé une tactique différente. Pense à notre histoire ensemble. Le mariage, la vie que nous avons construite, nos amis, nos familles. J'y pense, ai-je dit. Je pense à la façon dont tu as dit à ta famille que j'étais émotionnellement indisponible et contrôlant sur le plan financier. Comment tu as dit que j'avais suggéré la séparation alors que nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Comment tu as passé 2 mois à construire un récit de victime pour justifier ce que tu préparais. Je pense à tout cela très clairement. Ses yeux se sont écarquillés. Élise te l'a dit. Élise m'a dit la vérité, ai-je corrigé, parce que contrairement à certaines personnes, elle a de l'intégrité. Ta sœur respecte l'honnêteté. Tu devrais peut-être essayer un de ces jours. Elle s'est levée, faisant les 100 pas maintenant, son sang-froid prudent complètement disparu. Alors c'est tout? 5 ans ne signifie rien? Tu as juste terminé? 5 ans signifiaient quelque chose, ai-je dit. Le deuxième jour de ta période de réflexion de 7 jours y a mis fin. Aujourd'hui ne fait que le rendre officiel. Nous pourrions encore arranger ça. Non, ai-je dit simplement. Nous ne le pourrions pas. Parce que arranger implique que quelque chose s'est cassé accidentellement. Tu ne nous as pas brisés par accident. Tu nous as démantelés méthodiquement pendant que tu achetais les pièces de rechange. Il n'y a rien à arranger. Il y a juste la vérité sur qui tu es et ce que tu as choisi. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a fermée. Finalement,
elle a semblé comprendre que les tactiques habituelles n'allaient pas fonctionner. « Que attends-tu de moi » a-t-elle demandé. Enfin. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue. Sa voiture était garée dans la rue à l'extérieur. « Je veux que tu laisses ta clé en partant. C'est ma maison, à moi aussi. » Je me suis retourné pour lui faire face une dernière fois. Mon nom est sur l'acte de propriété. Acheté avant notre mariage. La loi française est assez claire à ce sujet. C'était ton choix de partir. Ton choix de documenter ta relation de remplacement publiquement. Tes choix, tes conséquences. La clé. Maintenant. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, cherchant quelque chose qui n'était plus là. Quoi qu'elle cherchait, elle ne l'a pas trouvé. Elle a sorti son trousseau de clés de son sac à main, a retiré la clé de la maison et l'a posée sur le comptoir avec un son métallique sec. « J'espère que tu es heureux » a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte. « J'y arrive » ai-je répondu. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant plusieurs minutes, probablement en train de pleurer ou d'appeler Camille, ou les deux. Puis elle a démarré, et j'ai verrouillé la porte avec ma clé, la seule qui comptait. Le mardi marquait la fin officielle de la pause de 7 jours, le jour où elle avait initialement prévu de revenir et de discuter de ce que nous avions tous les deux découvert sur nous-mêmes et sur notre relation. Au lieu de cela, j'ai reçu un message textuel à 9 h du matin. Alors, c'est tout. 5 ans ne signifie rien. J'ai répondu une seule fois. 5 ans signifiait quelque chose. Le deuxième jour y a mis fin. Aujourd'hui ne fait que le rendre officiel. Elle n'a pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai eu une consultation avec un avocat spécialisé en divorce. À la fin de la semaine, les documents officiels étaient déposés. Le droit français autorise le divorce par consentement mutuel ou le divorce pour faute. Nous avions plein de fautes documentées, mais j'ai quand même opté pour la voie du consentement mutuel. Plus rapide, plus propre, moins de drame. Elle pourrait avoir son nouveau départ. J'aurai le mien. 4 mois plus tard, je l'ai croisée au marché des Capucins un samedi après-midi. J'avais changé au cours de ces 4 mois. J'avais perdu 7 kilos de poids que je traînais avec moi. J'avais gagné en définition musculaire car j'avais enfin le temps de m'entraîner correctement. J'avais obtenu la promotion au travail pour laquelle j'avais travaillé dur. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux pour le moment, mais je voyais quelqu'un de prometteur qui communiquait vraiment comme un adulte. La maison de ville avait été rénovée à mon goût, des bleus marines et des gris à la place de ces beiges et de ces blancs. Un bureau à domicile qui était vraiment fonctionnel. Un salon qui était confortable au lieu de ressembler à une salle d'exposition de meubles. Je faisais mes courses au rayon fruits et légumes quand je l'ai aperçue près du comptoir des fruits de mer. Elle m'a vu au même moment et je l'ai regardée se figer avec ce regard de reconnaissance et de terreur. Elle paraissait plus petite, d'une certaine façon. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par quelque chose de plus pratique. L'apparence soigneusement entretenue avait glissé vers quelque chose qui suggérait une personne vivant avec un seul revenu et gérant ses propres problèmes pour la première fois depuis des années. Je lui ai hoché la tête poliment et j'ai continué mes achats. J'avais une liste. J'avais des projets et j'avais des endroits où aller. « Antoine, attends » a-t-elle appelé. Je me suis arrêté, je me suis retourné et j'ai attendu. Elle s'est approchée avec son chariot, rempli de plats individuels et de marques génériques. « Tu as l'air vraiment bien » a-t-elle dit. « Merci » ai-je répondu. « Je me sens bien, aussi. »« Comment vas-tu » ? »« Mieux que prévu » ai-je dit honnêtement. « Et toi ?» Elle a jeté un coup d'œil à son chariot comme s'il racontait toute l'histoire. « Je me débrouille. J'ai entendu parler de ta promotion. Félicitations. Les nouvelles voyagent vite. » Un silence gêné s'est installé entre nous. Elle cherchait quelque chose à dire, un moyen de prolonger cette conversation vers quelque chose de plus. « Je voulais te dire que je suis désolé » a-t-elle dit finalement, pour la façon dont tout s'est passé. Le moment choisi, la façon dont j'ai géré les choses, tout cela. J'ai étudié son visage, cherchant de la sincérité derrière les excuses. J'en ai trouvé un peu, mélangé à de l'apitoiement sur soi et au genre de regret qui vient des conséquences plutôt que d'authentiques remords. « Je suis sûr que tu le es » ai-je dit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »
C'est exactement ce que tu voulais dire, l'ai-je interrompu doucement. Tu es désolé que les choses ne se soient pas passées comme tu l'avais prévu. Que Maxime se soit avéré être exactement ce que son ex-femme avait prévenu tout le monde qu'il était. Que les amis qui t'encourageaient aient disparu quand l'excitation est retombée. Que la famille qui a gobé ton histoire de victime ait fini par découvrir la vérité. Tu es désolé de tout cela. Ce dont tu n'es pas désolé, c'est du choix en lui-même, juste du résultat. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Nous avons eu 5 bonnes années quand même, n'est-ce pas? Nous avons eu de bonnes années, ai-je convenu. Puis nous avons eu des années honnêtes. Les années honnêtes m'en ont appris davantage. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un, a-t-elle demandé, essayant de tâter le terrain. Je vis ma vie, ai-je dit. C'est ce que font les gens quand ils sont capables de faire leur propre choix sans s'inquiéter de gérer la réalité de quelqu'un d'autre. Elle a hoché la tête lentement, comprenant que cette conversation n'allait pas lui donner ce qu'elle voulait, quoi que ce fût. T'arrive-t-il de penser à ce qui aurait pu être différent, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit sincèrement. Je pense à ce qui est différent, et j'en suis reconnaissant. Je suis passé devant elle en direction des caisses. Elle est restée figée dans le rayon des fruits et légumes, tenant toujours un sac de pommes dont elle ne voulait probablement pas vraiment. J'ai chargé mes courses dans ma voiture quelques minutes plus tard. Mon téléphone a vibré avec un message de la femme que je fréquentais. Toujours d'accord pour le dîner de ce soir? J'ai souri et j'ai répondu, absolument. J'ai hâte d'y être. En rentrant chez moi en voiture, je suis passé par le Vieux-Port, j'ai vu le bâtiment où Camille habitait, là où l'exposition sur le trottoir s'était trouvée 4 mois auparavant. Elle avait déménagé à Paris peu après le drame, probablement fatiguée d'être associée aux retombées. Je me suis rappelé la robe de mariée accrochée à la clôture, les boîtes empilées comme des monuments, le panneau déclarant la vérité pour quiconque voulait bien la lire. Aucune colère n'a fait surface, aucun regret, juste la reconnaissance de quelque chose qui s'était produit et qui avait mené à quelque chose de mieux. Certaines leçons coûtent 5 ans. Certaines personnes ne les apprennent jamais du tout. Je suis arrivé à ma maison de ville, mon espace, arrangé exactement comme je le voulais. J'ai déballé les courses dans une cuisine qui était entièrement la mienne. J'ai fait des projets avec Julien pour regarder le match plus tard. J'avais un dîner à attendre avec impatience en compagnie de quelqu'un qui comprenait que les relations exigent de l'honnêteté, pas de la représentation. La personne que je suis devenu après son départ était quelqu'un que je respectais vraiment. Quelqu'un qui ne faisait aucun compromis sur la vérité. Quelqu'un qui comprenait que s'éloigner d'un mensonge valait plus que de rester par confort. Cette personne était exactement celle que j'avais besoin d'être. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semblait être plus que suffisant. Mes commentaires. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de cela. D'accord, je vais probablement me faire critiquer sévèrement pour cela, mais Antoine n'est pas exactement irréprochable ici. Oui, sa femme avait tort, mais on ne détruit pas un mariage de 5 ans pour rien. Il admet qu'il marchait sur des œufs depuis des mois, mais il n'a jamais eu de véritable conversation à ce sujet. Il a juste continué à essayer de réparer les choses sans aborder les vrais problèmes. Et voici ce qui me dérange, il était si calme, si bien préparé avec des dossiers de preuves et des captures d'écran. Cela me dit qu'il avait déjà décroché émotionnellement bien avant qu'elle ne demande la pause. Il attendait juste qu'elle devienne la méchante pour pouvoir jouer la victime. Ce qu'elle a fait était terrible, mais les mariages ne meurent pas du jour au lendemain. Ils meurent lentement pendant que les deux personnes regardent sans rien faire. Quant à elle, quel était l'objectif final ici? Pensez-vous que demander une pause pour fréquenter quelqu'un d'autre publiquement se terminerait bien? L'arrogance de publier partout sur les réseaux sociaux comme si personne ne le remarquerait est époustouflante. Elle voulait le beurre, l'argent du beurre, et d'une manière ou d'une autre avoir toujours l'air bien. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité. La véritable leçon, si vous êtes assez malheureux pour envisager de partir, vous êtes assez malheureux pour avoir la conversation difficile en premier. Et si votre partenaire marche sur des œufs, ce n'est pas une relation. C'est une bombe à retardement. Tous les deux ont ignoré les vrais problèmes jusqu'à ce que cela explose. Quelqu'un d'autre s'est-il déjà retrouvé dans une situation où les deux personnes ont simplement arrêté de faire des efforts, mais où personne ne voulait le dire à voix haute? Laissez vos histoires ci-dessous car c'est bien plus courant que les gens ne l'admettent.